شكرا سي حسن. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Mon cher Chouli, merci beaucoup. Je me rappelle, je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais je me rappelle notre première rencontre, mais surtout la rencontre dans laquelle j'ai entendu parler du forum. C'était mon cher ami Issa qui me dit, écoute, on encadrait une formation à Marrakech, lui et moi avec d'autres collègues. Il me dit, écoute, on aura un grand professeur marocain qui va passer nous voir, nous dire bonjour, on va discuter avec lui. Alors, on l'a rencontré et il nous a parlé du forum. Et je ne te cache pas qu'à ce moment-là, je n'étais pas tellement optimiste pour ça. Donc, félicitations, vraiment félicitations, ça s'est concrétisé, vraiment félicitations et merci encore par ailleurs de m'avoir donné l'occasion d'abord de rencontrer des anciennes connaissances. Michel, je ne sais pas depuis quand on se connaissait, Issa, Issaka et les autres, mais j'ai eu une surprise hier. Autant le forum a fait amener des gens du ministère de la Santé, on a avec nous le directeur de la planification, Dr Diop, et nous avons le directeur de la centrale d'achat des médicaments qui est là, juste derrière Chouli. Donc, est-ce que c'est une bonne surprise? J'espère qu'ils ne vont pas dévoiler les mensonges que je vais sortir ici, parce qu'ils étaient là-dedans. Mais hier, j'ai eu une surprise. J'ai rencontré la radiologue qui est en Nouakchott, Bokhrissi. Bokhrissi, elle n'est pas là encore, mais je voudrais vraiment la remercier parce que c'est une dame qui fait du bon travail en Mauritanie, qui encadre les résidents de radiologie et qui fait de l'excellent travail. Et hier, avant que je la reconnaisse, parce qu'elle était dans un habillement marocain que je ne savais pas, elle s'approche de moi et me dit, je sens l'odeur de Nouakchott. Alors je regarde, c'est qui dit comme ça? C'est après 1 minute, quelques secondes que je dis vraiment c'est une très bonne surprise. Merci beaucoup. Voilà. Par contre, tu m'as dit, je suis franc avec toi, qu'est-ce que tu vas présenter? Alors moi, je ne savais pas que je vais présenter. Alors tu m'as dit, je vais te proposer quelque chose. Alors il m'a proposé quelque chose. J'ai changé, il m'a proposé une deuxième, on a changé, C'est pour dire que jusqu'à maintenant, je ne suis même pas sûr que ce que je vais présenter est ce que je veux vraiment présenter. Donc, soyez un peu indulgents et je vais essayer de parler de la réponse Covid rapidement. C'est à peu près la même chose qui s'est passée ailleurs, mais peut-être de quelqu'un qui était au centre de la chose, vraiment au centre de cette situation. Alors, vous avez, en plus des principaux points, vous avez une image de la Mauritanie. Elle nous rappelle l'environnement. Vous voyez ces palmiers qui quand même tiennent la tête à ces dunes qui arrivent. Et c'est pour nous un peu surprenant, inondation à Nouakchott. Nouakchott, on est en plein désert. Nouakchott a été créé en 1958, où le Dada a décidé d'aller à mi-chemin entre la frontière du Maroc, du Sahara à ce moment-là, et la frontière du Sénégal. Et il a planté une tente et il a dit, je fais la capitale ici. Il n'y avait rien. Mais c'est du sable et les gens ont dit, tu es fou. Mais c'est pour dire, l'environnement, vous voyez, même à Nouakchott, on a eu des inondations. On est en plein désert. Alors, c'est juste pour rappeler la question de l'environnement. Alors, Raja m'a beaucoup aidé parce que je lui ai dit ce matin, j'ai coupé 5 ou 6 slides de ce que j'avais parce que l'importance du sujet, elle en a parlé, je ne vais pas m'allonger là-dessus. On est en plein là-dedans. Les défis, les enjeux de la santé ne font que s'intensifier, se diversifier, se pérenniser. Ça fait quand même très peur. De plus en plus de crises sont sanitaires. Vous voyez, on a une guerre et après c'est une crise sanitaire parce que c'est une crise institutionnelle. Et la Covid-19 nous a appris beaucoup de choses. Elle est venue vraiment nous dire que la santé, elle n'est pas seulement la santé, il y a de l'économie, il y a de la politique, il y a du communautaire, il y a tout. Je crois que c'est une grosse leçon qu'on a apprise de cette Covid. Alors, Covid a placé, vu son intensité, l'intensité, la globalisation de la pandémie, il faut savoir qu'on a une pandémie qui a évolué en 2 mois, il est devenu mondial, 3 mois. Intense. Et puis les problèmes qu'elle a posés, en particulier, je pense, des problèmes de disponibilité. Vous vous rappelez les cargaisons qu'on tirait à droite, à gauche, les bateaux qui étaient escortés.
en fait, replace pour moi la souveraineté sanitaire et même alimentaire au cœur. Elle a replacé cette souveraineté au cœur du débat politique, économique, intellectuel. Nous sommes là-dedans aujourd'hui. Il faut qu'on repense tout ça, y compris la santé, il faut qu'on la repense de façon différente. Et quand on voit cette image, ce ne sont que des poissons de Mauritanie. Vous voyez à droite, un pays comme ça. Abdelmalik, c'est désolé que tu n'as pas la traduction. Mais vous savez qu'on a 20% d'enfants malnutris en Mauritanie. Vous voyez tout le poisson que nous avons. Tu le disais l'autre jour, c'est important. Alors, par ailleurs, toute forme de dépendance sanitaire, alimentaire, industrielle est considérée mauvaise gouvernance en temps de crise. Les meilleurs pays, pour nous qui étaient les mieux gouvernés, ont été tapés en disant vous avez mal prévu. La France, on disait vous n'avez pas prévu la chose. Les États-Unis, vous n'avez pas prévu. En temps de crise, ces manquements vont tout de suite être considérés comme des problèmes de gouvernance. On a parlé hier de la gouvernance. Mais pour l'Afrique et le monde arabe, ils sont tellement dépendants de l'extérieur qu'il est important d'apprendre cette crise. Vraiment, moi, j'espère bien que la crise, au-delà d'elle, nous permettra de revoir notre façon de gouverner, de façon globale, et notre façon de gouverner la santé de manière particulière. Alors, la Covid ou le Covid, avec Issa, on est toujours dans la discussion. Lui, il n'aime pas la Covid, et moi, j'aime bien la Covid. Lui, il dit que c'est le Covid, c'est un virus. Moi, je dis que c'est la Covid. Alors, peut-être qu'Issa va faire la part des choses avant la fin. Rapidement, la situation du 20 mai dernier, on est à un effort important. Quand même, un quart de la population a été testée et un quart de la population a eu 2 doses. C'est quand même très important dans les pays africains et nous avions eu une létalité qui est inférieure à la moyenne africaine. Voilà un peu comment évoluer, pour vraiment résumer l'évolution de la Covid en Mauritanie. Mais, Issa, bizarrement, on retrouve l'évolution des épidémies classiques. Est-ce que tu te rappelles l'évolution des épidémies de rougeole? La première année, c'est comme ça. La deuxième année, c'est comme ça. La troisième année, c'est comme ça. La quatrième année, on n'a rien. Parce que tous les enfants sont couverts. Puis la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, comme ça, avant qu'on ait la vaccination. Mais regardez ces vagues en Mauritanie. Ça, c'est des chiffres hebdomadaires. On est parti de la première vague, 1100 cas dans son pic, 1400, 2400, 6900 dans la quatrième qui est apparue en début 2022. Puis depuis, on n'a plus de cas. Alors déjà, on va dire que c'est la vaccination, c'est tout, mais est-ce que ce n'est pas les mêmes effets de vaccination naturelle des épidémies et que peut-être cette année, on aura une accalmie et qu'on risque d'avoir une épidémie qui va commencer en fin de l'année, au début de l'année prochaine, et on reprendra à avoir la même chose. Il faut se poser des questions par rapport à ça. Mais on sent nettement quand même que chaque fois, la partie ascendante est plus brutale que la partie descendante. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a appris de cette Covid dans cette... Alors, nous, on a vécu 4 étapes essentielles. Résumer rapidement. Je ne vais pas m'allonger. La première, comme un peu partout, ça a été la phase d'incompréhension, de panique, à peu près de février à avril. Puis on a eu la phase d'apprentissage, de consolidation des efforts, jusqu'au pic de la deuxième. Puis après, on a eu la phase de cohabitation. On a commencé à cohabiter. On est un peu plus à l'aise. On cohabite, on sait qu'on va cohabiter. Et la dernière, cette phase de vaccination ou de stabilisation de l'épidémie, par laquelle aujourd'hui, on n'a quasiment plus de cas. Je sais que ça, c'est exactement la même chose un peu partout, mais ça me permet un peu de passer en revue rapidement les choses. Dans la phase d'incompréhension, il faut savoir que dès mi-janvier, on s'est dit une chose très simple. Au ministère, je me rappelle de la réunion, j'ai dit à mes collègues, cette épidémie qui est sortie de la Chine va sortir du monde. Parce que la Chine a confiné au moins 50 millions de personnes. Et pourtant, c'est sorti. Alors, attendons à sa sortie. Et dès mi-janvier, on a réactivé notre comité de veille. On a commencé, j'ai fait un exposé en janvier catastrophique au gouvernement. Pourquoi catastrophique? Parce qu'on commençait déjà à apprendre ce qui se passe ailleurs. Mais j'ai commencé à dire au président, monsieur le président, il faut savoir que nous avons dans ce pays 4 respirateurs. Et nous avons dans ce pays 38 lits de réanimation équipés, dont 30 en workshop, 8 à l'intérieur. Et nous avons, je crois 5-6 ambulances équipées. Alors, on affronte l'épidémie avec ça. Alors, ils ont eu peur. Je crois qu'il faut faire peur aux décideurs pour qu'ils puissent s'engager à fond. À partir de fin février, on a commencé à isoler. Vous savez, en janvier, il y a des vacances chinoises. Ça, c'est un étudiant mauritanien qui était en Chine. Le ministère de la Santé a pris la première initiative à louer des villas et à parquer des gens.
Je me rappelle un soir où il courait dans une voiture derrière un étudiant qui a refusé. C'était carrément une course d'un workshop pour le ramener. Confinement au début, on avait peur. Il faut pas qu'il... On croyait que c'est un virus qui court, il faut le rattraper. Et puis, dès février, dès mi-février, on a commencé à regarder les aspects de disponibilité médicamenteuse au niveau de la centrale d'achat. Mon collègue va reconnaître certains de ses collègues ici. Et là, c'est la ministre du Commerce. On faisait une réunion sur la disponibilité à la fois des médicaments, parce qu'ils sont concernés par les médicaments, mais surtout des stocks alimentaires. On avait peur de la disponibilité. Et là, ce sont des éléments de souveraineté. Je reviendrai là-dessus après pour dire que souveraineté, ça ne veut pas dire que vous faites tout chez vous. Mise en place d'un comité interministériel sur le Covid. Il y avait 4/5 du gouvernement là-dedans. Vous aviez là-bas le ministère des Finances, de la Défense, des Finances, de tout. 4/5 du gouvernement était dans ce comité. Et il y avait 4 sous-commissions, mais intéressant, la première s'appelait Santé et Sécurité. On commençait déjà à mettre ensemble. Alors, qui était avec moi? C'est le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur. Vous voyez comment la santé est dans des affaires ailleurs. On est en train de discuter de la sécurité nationale, parce que la santé est en train de créer ça. Ça, c'est une image du comité interministériel. Il se réunissait régulièrement de manière très efficace. On a mis en place un dispositif national de veille qui n'existait pas, de surveillance avec des équipes régionales, des équipes rapades de pouvoir assurer le surveil. Et puis, on a commencé des contacts avec préparer les hôpitaux. Ici, c'est les cliniques. Ici, avec une réunion avec le bureau des cliniques. Et là, avec l'UNICEF, avec les ambassadeurs de France et d'Espagne, on commençait à mobiliser les partenaires parce qu'ils sont avec nous. Et ce que je leur disais, c'est que de toute façon, c'est confiné, vous ne pouvez plus voyager, donc travaillez avec nous, sinon vous allez être pris en même temps que nous dans la Covid. Faites attention. Et le 13 mars, il faut savoir que c'est quasiment 3 semaines après nos pays, après le Maroc, je crois, le Sénégal. Et tout. Il y a un certain recul. Certains vont dire que c'est parce qu'on a bien travaillé. Non, moi je dis de toute façon, on a eu ce recul, c'est un constat. On espère que c'est parce qu'on a bien travaillé. Mais je me rappelle cette image, je n'oublierai pas ce jour, le 13 mars, où j'étais en train de dire aux Mauritaniens, on a le premier cas. Et ça a été la panique. Et les rumeurs ont fusé. Ce jour-là, on a dit non, ils ont le Covid depuis très longtemps, ils l'ont caché. Ils ont le Covid parce qu'ils ont ceci, ils ont cela. C'est pourquoi on a institué jusqu'à 2021 un point de presse quotidien, tous les jours à 18h, le directeur général de la santé qui m'a remplacé au ministère de la Santé, Sidi Zahav, qui faisait le point. En moins de 2 semaines, c'est important, on a arrêté les rumeurs parce que toute la Mauritanie, j'espère que les collègues qui sont là ne vont pas me contredire, attendez 18h. Qu'on soit intellectuel, qu'on soit pauvre, on regarde tous la télévision. Et le directeur de la télévision, un jour, m'a dit merci beaucoup parce que pour la première fois qu'il y a un top d'écoute de la télévision mauritanienne. Parce que 18h, tout le monde attend. Est-ce qu'il y aura des cas ou il n'y aura pas des cas? C'est important. Deuxième cas, vers le 18 mars, je passe dessus, mais c'était un ambassadeur qui est passé entre les mailles parce que, bon, il n'a pas été contrôlé et tout. On avait mis le contrôle. Et après, heureusement pour lui, il s'est négativé, mais il a infecté sa ménagère, sa femme de ménage. Et c'était le deuxième cas en Mauritanie. Alors, durant mars-avril, vraiment, le ministre de la Santé que j'étais était en contact quasiment tous les jours, tous les 2 jours avec le Premier ministre qui m'appelle, que je l'appelle, que je viens le voir, qui me dit de venir le voir. Et tous les soirs, il faut dire que notre président suit les réseaux sociaux de manière très régulière. Tous les soirs, quasiment tous les soirs pendant cette période, le président m'appelle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand je lui disais des choses, il était quand même très réactif. Ça montrait l'utilité de l'engagement politique en personne. Et là, c'est une image au moment de lancement de la vaccination avec le président et le Premier ministre. Et une fois, je me rappelle, il a dit en plein Conseil des ministres, je voudrais que chaque ministre demande l'avis du ministre de la Santé avant toute action qu'il va faire, parce qu'elle risque d'interférer avec notre action ou de favoriser l'épidémie. Et l'anecdote, c'est que le même soir, un ministre me dit, écoute, je dois manger ce soir du poulet, est-ce que je peux? Et puis, bien sûr, il y a les visioconférences. Et ça, je remercie l'OMS, je remercie certains pays. Il y a plusieurs visioconférences qui ont été très utiles pour nous. Toutes les semaines, l'OMS organisait ces visioconférences qui nous aidaient à partager les expériences. Alors, je passe rapidement. Après, ce qui est particulier, c'est qu'on a eu quand même 8 cas, mais dont 7 importés. Un seul cas contaminé localement, c'était l'épouse d'un malade. Et après, on a eu un silence épidémique. Du 16 avril jusqu'au 14 mai, on a eu plus de cas.
S'il y a une réussite là-dedans, je dis ici parce que beaucoup de membres du gouvernement me disent, mais pourquoi on ne parle pas de notre réussite? Pourtant, les partenaires techniques financiers sont au courant. Pourquoi on n'a pas plus d'appui? Ça pose toute la question. L'aide publique au développement, parfois, pose des problèmes pour les pays qui réussissent. Si le Maroc réussit dans quelque chose, ce n'est pas là qu'il va être appuyé. Alors, est-ce que c'est la bonne manière? On acceptera qu'on appuie ceux qui ont des problèmes, mais aussi il faut appuyer ceux qui ont réussi. Je crois que c'est toute la dimension. Mais, je raconterai une seule anecdote. Le monsieur qui a contaminé sa femme, c'est un Mauritanien revenant de France. Alors, il est revenu de la France, il a pris un appartement avant d'aller à l'intérieur, heureusement, et il a pris sa femme. Bon, alors, il a été détecté positif. Sa femme était positive. Autour de cette personne, après, on a isolé 63 personnes. Je me rappelle une fois, ils sont partis à la banque parce qu'on a pris son historique. Il est passé à la banque BNM. Ils sont allés à la banque et ils ont visualisé les vidéos. Et toutes les personnes avec lesquelles il a salué le gardien à la porte, celui-là, il a été mis en isolement. Il a parlé avec la secrétaire, celle-là a été mise en isolement. Oui, c'était la peur. Tout ce monde, 63 personnes, et après, le gouvernement, bien sûr, a fermé les frontières et tous les gens qui étaient venus dans cette période étaient mis dans des hôtels. Il faut savoir que, heureusement, qu'il n'y avait plus de mouvement parce que tous les hôtels de Nouakchott étaient pleins. Ils étaient obligés de louer des maisons sur le dos de l'État. Et qui gérait ce confinement, ce n'est pas le ministre de la Santé. Parce que je lui ai dit, moi, je n'ai pas le temps de gérer le pain et l'eau. Je gère autre chose. Mais c'est la ministre du Commerce, le ministre de l'Équipement, d'autres ministres qui sont engagés dans cette affaire. C'est important là-dessus. Alors, je passe sur ça, je la laisse dans la présentation. Chacun avait quelque chose. Une image autour du Conseil des ministres, j'ai suggéré, et donc on était sur une table ronde, on est devenu sur des tables isolées, parce que la première, c'était de faire en visioconférence. La connexion n'est pas bonne, alors on a choisi ça, et ça nous a beaucoup aidé. La deuxième phase d'apprentissage. Bien sûr, donc il y a eu ce silence. Ce silence épidémique nous a réconfortés. Ah, ce n'est pas la fin du monde, parce qu'on croyait que c'était la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, à ce moment-là, et ça nous a donné un petit répit pour commencer à travailler. Et l'anecdote, bien sûr, je n'avais pas parlé du plan de 4 semaines qu'on avait fait au départ. Là, on a élaboré le plan de 4 mois. L'anecdote là-dedans, c'est que la reprise des cas, je me rappelle bien, j'étais invité à la télévision et en arabe, il me dit, est-ce que vous confirmez qu'il n'y a pas de cas? Je dis, je confirme qu'il n'y a pas de cas, mais il ne faut pas lâcher, on continue la même chose. Le journal arabe est à 20h. Le journal français à 21h ou 21h30. Je reviens voir le journal français parce qu'il faut le faire tous les deux. Yedali Hassan, qui était là-bas, me dit, monsieur le ministre, vous êtes venu pour nous confirmer qu'on n'a pas de cas. Je dis non, on a un cas. Parce qu'entre les deux, j'ai eu l'information qu'on a un nouveau cas. C'était un cas qui venait du Maroc et le deuxième est venu le même jour du Sénégal. Et après, ça a été l'épidémie comparée. Vous avez vu les vagues. Alors ici, c'est pour... J'avais parlé tantôt. Regardez, on a fait quand même un grand effort. On a mis en place 200 lits de réanimation de façon globale, 100 à l'intérieur, 100 à Nouakchott. On partait de 4 lits avec 200 équipements de radiologie, de laboratoire, d'hospitalisation. Et on a mobilisé 70 ambulances. Ça y est, c'est au moment de la réception des 38. Ces 38-là sont payés par une société de mines. Taziast, c'est son expatrié australien qui était le premier cas. Alors, j'ai invité son directeur qui est venu. Je lui ai dit, monsieur le directeur, vous savez que c'est vous qui nous avez amené le Covid? Je lui ai dit, je suis désolé. Il me dit oui. Il dit, alors, vous devez nous appuyer parce que vous avez amené l'épidémie. Vous avez une obligation morale. Il me dit, aucun problème. 2 semaines après, il me dit, j'ai $2 millions. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, mets-moi ça dans les ambulances équipées. Ils nous ont envoyé et ils nous ont acheté eux-mêmes 38 ambulances. Ça, c'est l'image de réception qu'on a mis, bien sûr. Mais ça nous a permis, pour dire que Covid peut être intéressant. Aujourd'hui, en Mauritanie, on a la sécurité routière, assurée tous les 100 km par un poste, une ambulance équipée, avec un système géré à Nouakchott. Mais c'était grâce à Covid. Parce qu'avec 70, j'en avais besoin. J'avais besoin d'une trentaine pour les hôpitaux. Les 40 autres, on les a mis sur les réseaux. C'était un engagement politique du départ du président de la République pour faire de la sécurité routière prioritaire. On a profité de Covid pour le faire. C'est un CD. Bien sûr, un élément, on en a parlé hier ou avant-hier, la diaspora a été dans un apport extraordinaire en Mauritanie. D'abord par des visioconférences, puis après par une mobilisation physique. On en a mobilisé plusieurs. C'était dans un accord tripartite avec l'OIM et l'OMS et la Banque mondiale. Quadripartite.
la Banque mondiale financée, les autres mobilisés. Des Mauritaniens qui étaient en train de prendre en charge du Covid en France, aux États-Unis, en Espagne, sont revenus en Mauritanie travailler. L'un d'eux est aujourd'hui directeur de la médecine hospitalière. Ça a été l'occasion pour lui de rester. Docteur Camara. Et aujourd'hui, il est directeur de la médecine hospitalière en Mauritanie, alors qu'il était venu dans le Covid. La diaspora a eu un grand apport. Et je remercie le professeur qui est là, c'est important pour nous. Mais aussi, l'élan de solidarité internationale a été très utile. On a eu des équipes médicales d'Espagne, de France, d'Algérie, qui sont venus travailler en plein Covid avec les Mauritaniens. Ça, c'est très important parce que ça leur donnait d'abord du confort, ça les soulageait un peu et ça faisait des transferts de compétences. Très important. Et puis, on est passé à la phase de cohabitation. Donc, la deuxième vague est passée. On est encore plus confiant dans nous-mêmes et on a commencé maintenant à travailler davantage pour améliorer nos capacités. Mais pas de souveraineté, impossible à l'échelle de notre pays. Et donc, on avait besoin de continuer à renforcer mutuellement nos capacités en apprenant de nos réussites, de nos échecs. C'est important de pouvoir le faire et non continuer. Mais il est important, je l'ai dit ici dans le forum, il est important qu'on apprenne de nos réussites et de nos échecs. Mais aussi, on a besoin, quelqu'un l'a déjà dit, je ne fais que répéter, de mutualiser au maximum les efforts. Issaka le disait l'autre jour, à plusieurs niveaux pour qu'on puisse avoir cette souveraineté sanitaire. Je reviendrai là-dessus. Alors, dans ça, je passe rapidement. Il y a plusieurs éléments, ils sont dans la présentation, vous les aurez. Beaucoup d'appui de l'extérieur. Et apparition de la quatrième vague maintenant, qui, elle, vraiment, comme je dis, a été totalement différente des autres. 3 à 4 fois plus importante, mais 10 à 15 fois moins grave. Tant mieux. Donc, ça a été quasiment une vaccination. Il faut dire que l'Omicron a quasiment touché toutes les familles des grandes villes. Notre dépistage s'est relâché et malgré ça, les chiffres étaient multipliés par 10. Donc, on savait clairement. Et dès que ça a eu lieu, après, on a quasiment plus de cas jusqu'à aujourd'hui. Ça me permet d'introduire rapidement ce que je voulais dire. Et là, j'ai enlevé, si je ne me trompe pas, trois slides depuis que Raja a parlé. Souveraineté sanitaire. De plus en plus, et surtout en période de crise, on a de fortes attentes des populations envers l'État, qui doit être garant des domaines sécuritaires, économiques et sociaux. Dans le domaine économique et social, l'importance de la sécurité des approvisionnements. Nous, on avait eu des problèmes, mais ça nous a permis, on avait déjà engagé l'assainissement du secteur, ça nous a permis de renforcer l'assainissement du secteur pharmaceutique. Pourquoi on va chercher des médicaments qui sont produits au Maroc, en Algérie, on va les chercher en France ou en Inde? Pourquoi? Non. Et donc, on a fait des choses comme ça qui étaient très utiles, ça nous a aidé beaucoup. Je me rappelle qu'on a fait amener des médicaments du Maroc pendant la troisième crise par camion, parce qu'il n'y a pas d'avion. Mais ça est passé par Dakhla, par Nouadhibou, et c'est arrivé à Nouakchott. On a fait amener en urgence 2 camions de médicaments qui manquaient. Ça, c'est dans une complémentarité entre la centrale de Mauritanie et la centrale du Mali, parce que Bamako, ils en avaient, Mauritanie n'en avait pas. Il a appelé son collègue, il lui a envoyé 2 camions à la route, parce que les avions n'existaient pas. Donc, entre nous, dans la région, c'est encore plus facile de continuer, parce que si jamais un autre Covid et les avions n'auront plus, sachez que ce sont nos routes qui resteront ouvertes, mais les avions ne serviront plus à grand-chose. Je crois que c'est très important. Et donc, l'individu a besoin d'avoir ses besoins apportés sans être tributaire des aléas extérieurs, y compris des pressions politiques. Et donc, le développement des structures locales avec ses extrêmes positifs sur l'économie, en général, en particulier, est un élément intéressant dans cette souveraineté sanitaire. Mais je pense que la souveraineté sanitaire n'est pas synonyme d'autonomie. Non. Aucun pays, je pense, aucun pays n'a pu se suffire de lui-même au cours des périodes de confinement. Aucun. Vous savez, la Chine, j'ai un neveu qui a fait ses études de la Chine. Il m'a dit la Chine, depuis plus de 50 ans, s'est développée comme des États. Shanghai, c'est un État. Pour qu'ils soient autonomes, au cas où il y a une crise, ils sont autonomes. Et pourtant, la Chine a eu des problèmes. Vous avez vu des derniers temps comment on dit que le confinement de Shanghai a posé des problèmes par rapport à certains éléments. Et donc, elle règne plutôt plus avec leadership politique, bonne gouvernance, capacité prévisionnelle. Je crois que si on a un bon leadership, une bonne gouvernance et une bonne capacité prévisionnelle, on est dans la souveraineté sanitaire de façon globale. Et on a 2 niveaux de souveraineté interne et externe. Je ne m'allonge pas là-dessus. Les collègues en ont parlé. Alors, on a des enjeux, bien sûr, très importants dans cette souveraineté sanitaire. La capacité technique, économique et financière limitée, le marché limité, l'accès aux intrants
nécessaire, quelque chose, quelqu'un en a parlé hier, et les risques géopolitiques avec de gros intérêts en jeu. Il faut savoir que l'assainissement du secteur qu'on a commencé en Mauritanie, en particulier du secteur pharmaceutique, a été torpillé de l'intérieur de la Mauritanie, de l'intérieur du secteur, mais avec des appuis extérieurs, parce qu'on est en train de toucher des enjeux importants. Quand on veut, nous, créer une souveraineté sanitaire, aller dans la bonne gouvernance, quelqu'un le disait hier, je crois que c'est Issaka, si vous voulez faire les bonnes choses, sachez que vous allez prendre un risque et il faut le prendre. Si vous êtes ministre et que vous êtes nommé ministre, sachez que vous prenez, ou vous faites le statu quo et vous ne prenez aucun risque, mais vous ne changerez rien. Mais si vous voulez le changement, sinon c'est Chouli qui le disait, mais si vous voulez le changement, prenez un risque. Dans ma maison, ma femme avait peur qu'on nous attaque le soir, parce qu'on a touché des intérêts. Je n'étais pas le bienvenu dans certains endroits, mais je le savais, mais ce n'était pas pour moi le plus important. J'avais un contrat clair avec la première personne de ce pays qui m'a appelé pour assainir le secteur et qui m'a dit, je te donne carte blanche, et j'ai assumé cette carte blanche le temps que je suis là-bas. Je suis parti. J'espère que d'autres collègues vont continuer. Mais il est important que... Et c'est comme ça qu'on va changer en Afrique. On ne peut pas continuer. On en parlait ce matin avec Issaka. Mais si on ne touche pas les changements, on n'aura pas d'avancée dans notre continent. L'Afrique paraît plus menacée en termes de souveraineté sanitaire, vu son retard dans le développement économique mondial, vu sa forte dépendance de l'extérieur, de l'Europe en particulier. Et vous allez m'excuser, mais aussi vu la vision inappropriée de certains de ses dirigeants, peu ambitieux pour le pays, mais plutôt focalisés sur les stratégies de se maintenir au pouvoir. Alors, si le président lui-même ne prend pas de risques, c'est qu'il ne veut pas de changement aussi. On était là-dessus tout de suite. Alors, si le président veut changer son pays, il doit prendre des risques. Le risque, c'est qu'il quitte, mais il laissera un changement qui a avancé. Mais je crois qu'on a des problèmes dans ce sens. On a beaucoup parlé de la gouvernance hier, et si on a le temps de discuter, je pourrais reprendre la parole sur la question de gouvernance. Quelques préalables à toute souveraineté sanitaire, à mon sens. Moi, je ne suis pas académicien. Je tiens à préciser chaque fois que je ne suis pas professeur. Je suis médecin généraliste. Donc, je ne peux pas parler à côté d'Araja et des autres. Donc, je mets un peu plus petit. Mais je pense que pour toute souveraineté sanitaire, on a besoin de l'organisation du secteur de la santé. Quelqu'un en a parlé hier avant-hier. Réglementation, normalisation, régulation. Mais avec tout ce que cela comporte comme enjeu, comme défi, comme contrainte, comme risque, j'en ai parlé tantôt. Il faut qu'il y ait un certain tissu industriel de base, mais aussi quelqu'un a parlé du climat des affaires, facilité d'investissement. Il faut que, donc du coup, vous voyez qu'on parle de santé, mais on est déjà dans les affaires. Réorientation de la politique économique et commerciale pour plus de transformation sur le plan de notre PAC. Et ça, c'est une des leçons qu'on a apprises en Mauritanie après la deuxième vague. Il y a eu un conseil des ministres spécifique où il y a eu le plan de relance, mais le plan de relance commence par dire que la Mauritanie revoit sa vision économique. Parce qu'est-ce qu'on faisait? On tirait de l'argent des sols, donc on a du fer, de l'or, du cuivre, tout ça, et puis on le vendait, et puis on mangeait l'argent. Mais on a des secteurs, ceux-là ne sont pas sûrs, parce qu'ils vont se terminer. Et puis après, on a vu hier, quelqu'un disait de la société civile, ce qui est sous terre, laissons sous terre. Mais nous, on a du poisson, on a des côtes les plus poissonneuses du monde. On a une agriculture, 200 000 hectares, dont moins de 100 000 sont utilisés. Et on achète, tenez-vous bien, on a des millions de têtes de camélins et de bovins. Ça, ce sont les secteurs productifs. Maintenant, le ministère de l'économie ne s'appelle plus ministère de l'économie. Il s'appelle le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Ça veut dire quoi? Le président a décidé, je crois que c'est une très bonne décision. On va continuer à prendre l'argent du fer, du cuivre, mais c'est pour renforcer nos secteurs productifs qui, eux, sont durables. Ceux-là ne sont pas durables. Ça, c'est Covid qui nous a aidés à le faire. Parce que si on n'a pas ces secteurs productifs, on risque de ne pas avoir ce dont on a besoin en termes d'alimentation. Tu m'as demandé de parler de souveraineté et leadership, mais tu me poses un problème avec le leadership. Parce que nous là-bas, on sait que Issaka, c'est la référence en termes de... Il fait même un master sur le leadership, si je ne me continue pas. Alors, Issa me permet d'utiliser son image pour entrer. Mais moi, j'ai mis deux autres images qui, je pense, complètes. Je vois que la première image, c'est un leader qui avance bien et qui tire tout le monde derrière lui.
mais à force de tirer, il va se fatiguer. Alors, il faut qu'il fasse avec les autres. Il faut qu'il se mette au centre. Il faut que tout le monde, qu'il soit vraiment... Alors, et cette image, qu'est-ce qu'elle vous dit? Quelle serait la différence, à mon sens, entre cette image à droite et l'image à gauche? Pour moi, l'image à droite, c'est que le leader doit prendre des risques. Il avance. Les mines, là, c'est lui qui doit marcher d'abord sur les mines avant que les autres marchent. C'est comme ça qu'il va devenir un vrai leader. Donc, il doit aussi parfois prendre la distance. C'est comme ça qu'il va attirer les autres. Il doit avoir de fortes capacités de communication. Pour moi, un leader doit être un orateur. Parce qu'il s'accalme. Si on n'est pas orateur, on ne peut pas expliquer ce qu'on veut. Et si on ne communique pas bien, on ne pourra pas être un... Mais attention au leadership destructeur. Si on est tellement leader et qu'on ne permet pas aux autres de s'exprimer, on est destructeur. On amène un marteau et ce n'est pas bon. Je n'apprends rien aux uns et aux autres, peut-être aux jeunes. Mais je pense que, personnellement, je pense que il y a quelqu'un qui... Qui sont les autres? Ici, clique ici. Là, non, en bas. Vers le bas. Ici. Non. Descends. Non, tu veux trouver l'écran. Normalement, on le trouve d'ici. C'est ici. Tu vas réactiver là-bas. Mais cherche là où il y a agrandi un peu. D'accord. Donc, on peut revenir ici. Alors, je vais... comment je peux faire ça? Peut-être ça? Oui, c'est ça. OK, merci. Je disais que les liens entre leadership et gouvernance sont indissociables. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un effort sur renforcer ce lien leadership-gouvernance. Je passe sur certaines définitions, j'espère que je ne suis pas très long, mais on a des enjeux du système de santé, je passe là-dessus, l'augmentation de la demande, l'augmentation de la diversification de l'offre de services et l'augmentation du coût de santé. Je n'apprends rien à personne, mais dire seulement que le leadership n'est pas politique seulement. Il est politique, il est stratégique, il est opérationnel. Il est même au niveau de l'équipe de soins. S'il n'est pas partout, ça peut-être on peut me corriger après. Alors, en pleine crise, on a accéléré l'assainissement du secteur pharmaceutique. C'est très important parce que c'était un levier du système. On oublie souvent qu'en 1988, l'UNICEF a mis en place ce qu'on appelle l'initiative de Bamako, qui est l'initiative des soins de santé primaire. C'était l'opérationnalisation de l'engagement d'Alma-Ata sur les soins de santé primaire. Mais l'initiative Bamako, c'est quoi? C'est une image d'un train dont la locomotive, c'est les médicaments. Les médicaments sont au centre. Alors, on a élaboré des tests réglementant la production nationale des médicaments et consommables. On a fait des rencontres avec des investisseurs potentiels nationaux et internationaux et on a intégré la production nationale comme priorité du plan de relance. Et dans ce plan de relance, un des principaux éléments, c'est améliorer la production nationale de médicaments. Il faut savoir que Covid est devenu 0% de médicaments produits en Mauritanie. Pas un seul médicament n'est produit en Mauritanie. Tout est importé. Quelques obstacles et contraintes, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'allonger là-dessus. Il faut savoir qu'il y a des lobbies très forts qui se dressent contre toute autonomie protégeant leur intérêt. Il faut savoir que les investisseurs internationaux et même nationaux sont, Ovaga n'est pas là, il m'excusera, mais parfois ils sont souvent mus par leur intérêt et parfois manipulent même les secteurs de l'intérieur. Vous avez un directeur qui est payé 500 € par mois. Mais si un investisseur vient de lui dire, écoute, tu me permets cette industrie-là, même si c'est le dos des Mauritaniens, et je te file 1 million d'euros, et pensez qu'il va réfléchir, il aura difficulté à réfléchir. On parlait ce matin avec Issaka, s'il n'a pas d'autre chose, il aura efficace. Et là, je voudrais dire une anecdote. Quand on m'a appelé pour être ministre, j'étais à l'extérieur, j'ai négocié un peu, mais après j'ai dit, attendez, je prends l'avis de
de personnes qui sont très chères. Alors, j'ai appelé mes deux grands frères, dont l'un a été dans le système depuis des années et des années. Aujourd'hui, il n'est plus parce qu'il a pris sa retraite. L'autre n'a jamais été dans le système gouvernemental public. Le premier m'a dit non, éloigne-toi, ne t'approche pas. Ce n'est pas prudent. Le deuxième m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit, écoute, c'est très simple. Si tu penses que contre vent et marée, tu garderas tes principes, vas-y. C'est de l'expérience, tu serviras ton pays, tu gagneras de l'expérience, tu pourras avancer. Mais si tu risques de lâcher tes principes, n'y va pas. Parce que tu vas avoir des pressions d'en haut, de côté, d'en bas, de tous les côtés. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et donc, on avait des pressions de l'intérieur du secteur. J'ai discuté avec une équipe dont j'étais conscient qu'au moins un tiers, un quart, ne sont pas avec moi dans ce que je suis en train de faire, si ce n'est pas la moitié. Alors, ce n'est pas facile. C'est quelque chose qu'il faut. Parfois, une finance même du membre du gouvernement, parce que c'est ce que je disais tantôt. Et quand vous avez dans nos pays, dans certains de nos pays, une mobilité telle que vous êtes ministre aujourd'hui, un an après, vous êtes plus ministre, et votre avenir, et quelqu'un vous dit, écoute, vous n'êtes pas sûr d'être là l'année prochaine, mais moi, je vous propose que si vous sortez du gouvernement, je vous mets directeur d'une société internationale, vous allez gagner votre vie. Mais faites-moi faciliter que cette société s'installe en Mauritanie. Et vous êtes un ministre, bien sûr, mais vous cherchez votre avenir aussi. Et quelqu'un a parlé hier de la cerise. La cerise, pour moi, c'est le gâteau. C'est que moi, j'étais au ministère de la Santé directeur dans les années, début des années 2000. Avant ça, j'étais directeur au NUCIDA. CDB et moi, on a fait 3 mois. Lui, il venait, je crois, moi, je partais. Directeur au NUCIDA. Donc, j'étais partenaire technique. Puis après, je suis venu au ministère de la Santé. Mais je n'ai jamais connu réellement les partenaires avant d'être ministre. Il faut savoir qu'il n'apporte, pour moi, il n'apporte pas toujours l'appui escompté. Je suis désolé de le dire. Mais quand vous êtes plus faible que l'autre, est-ce que vous avez réellement un partenariat? Si vous n'êtes pas d'égal à égal, est-ce que vous êtes réellement pas en partenariat? Alors, j'ai trouvé que certaines réunions, juste une anecdote, certaines réunions se faisaient parfois même à l'OMS parce que la salle du ministère de la Santé n'était pas suffisante. Premier élément de visu important, j'ai transféré le ministère, on est dans de bonnes conditions. Je veux que quand un représentant rentre chez moi, un ambassadeur rentre chez moi, il n'est pas mieux chez lui que chez moi. On doit pouvoir discuter à égalité. Ça, c'est américain, je crois. C'est important. Mais est-ce que nous sommes en égalité pour pouvoir être des partenaires? Est-ce que réellement, posons-nous la question, est-ce que réellement les partenaires techniques et financiers voudraient bien que la Mauritanie demain n'ait plus besoin de partenaires techniques et financiers? Je parle même pas du niveau international, du niveau local. Mais le gars qui est là-bas, le cadre qui est là-bas, est-ce qu'il voudrait demain être... On dit, bon, on n'a plus besoin de toi, non. Et donc, est-ce qu'il travaillera pour ça? Et un des éléments déjà qu'ils font dans ce sens, c'est quoi? C'est qu'ils sont en train de rechercher les têtes. Chaque fois que quelqu'un émerge du ministère de la Santé comme très bien qualifié, l'OMS le souffre, ou l'UNICEF le souffre, ou l'Union européenne le souffre. Et après, c'est lui-même qui viendra appuyer le ministère. Il le souffle pourquoi? Parce qu'ils vont annoncer. Ils vont te dire, non, non, on a juste annoncé le poste. Oui, c'est. Vous annoncez un poste avec $3 000, mais lui, il est payé $500. Vous pensez qu'il va réfléchir? Alors, il faut qu'on réfléchisse à ça de manière importante. Quelques suggestions, et j'en aurais terminé, je pense, dans 6 slides, hein, pour ceux qui sont impatients, je sais que je suis très long. Au niveau des pays, je pense, je parle sur le contrôle des gens du médicament qui connaissent mieux que moi, et en particulier CDV, Michel qui est à fond depuis très longtemps là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on favorise au niveau de chaque pays la fabrication locale des médicaments et consommables essentiels de première nécessité. Il est inutile de transporter du sérum glycosé en Mauritanie. Le coût du sérum glycosé en Mauritanie, 90% du coût, c'est le transport. Ça n'a pas de sens. C'est quoi? C'est de l'eau du sucre. Excusez-moi les pharmaciens. Mais c'est de l'eau du sucre et une bouteille. Alors, il faut qu'on réfléchisse et qu'on dise. En temps de crise, si vous n'avez pas un perfuseur, si vous n'avez pas un transfuseur, vous avez un problème. Alors, il faut. C'est quoi? C'est du caoutchouc. Excusez-moi, madame, mais votre présentation était excellente. Excusez-moi d'en parler, mais c'est du caoutchouc. Alors, il faut qu'on fasse un minimum chez nous. Après, je pense qu'au niveau de la sous-région, et ça, c'est le gros, il faut vraiment, par exemple, Ouest Afrique, ou bien Maghreb, ou les deux en même temps, de manière conjointe dans des sociétés sous-régionales, ou bien complémentaires entre sociétés nationales, il faut qu'on fabrique le maximum encore, on est jusqu'à 50, 60, 60% de nos besoins. Pourquoi je dis ça? Entre autres, parce qu'on a eu Covid. Si on a demain un autre Covid, les avions n'auront plus. Mais pourtant, on ne pourra jamais fermer la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.
Le bac, c'est un bac qui maintenant, il y aura le pont entre le Maroc et la Mauritanie. Mais la route existe. Donc, si on fait quelque chose entre nous, on est souverain entre nous. Rappelez-vous, je dis souveraineté, ce n'est pas autonomie. C'est prévision, c'est complémentarité, c'est un certain nombre de choses. Je crois que c'est important. Et bien sûr, au niveau régional, et Michel est là, il faut travailler, il va en parler, j'espère que c'est une bonne introduction, une coopération internationale responsable. Je crois que le monde doit pouvoir savoir une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas travailler, au moins la santé, on ne peut pas travailler en silo, on est obligé d'attendre ça. Sinon, on a vu comment les grands pays sont mis à genoux à cause d'un petit virus, tout petit. Et j'aimerais terminer avec des questions-réponses. Pourquoi? Par rapport à la Mauritanie, je parle du Covid. Notre système de santé était-il préparé à la gestion? Non, de cette Covid. Non. Et ça, c'est du rouge. Non, il n'était pas du tout préparé. Et donc, mais il n'est pas acceptable que dans 2 ans, on réponde la même chose. Non, on a appris. On doit pouvoir dire la prochaine fois, oui, on est préparé. Avions-nous mieux fait en répondant à Covid? Là, on va trouver de la coloration. Oui, je pense en mobilisant tous les secteurs. Je parlais de l'engagement politique. Oui, en prenant très tôt des mesures courageuses. Quand le gouvernement a fermé les frontières, c'est un petit pays, mais si on ferme les frontières, vous allez souffrir. Et il a fermé les frontières. Et en adaptant notre système d'offre de soins, et là, je tiens à saluer le personnel de santé, depuis les directeurs jusqu'aux garçons de salle, jusqu'aux agents de salle de nettoyage. Ils ont été magnifiques, extraordinaires. Je crois que je tiens aussi à dire que l'utilité par ailleurs aussi d'un engagement politique, ils ont été déjà en partie payés comment? Le gouvernement a déjà décidé une augmentation de 100% de leur salaire. Tous les personnels de la santé. 30%, ils les ont déjà reçus en 2021. 30%, ils l'ont déjà reçu en 2022. Il est prévu qu'il y en a reçu 40% en 2023. Mais avec un certain nombre de choses. Mais il faut vraiment saluer. Parce que je me rappelle maintenant des directeurs qui sont en train de créer des couloirs dans des hôpitaux qui ne sont pas des hôpitaux. J'ai vu ce matin les 50 meilleurs hôpitaux du monde. Il y a que quelques pays africains. Mais nous, on n'est même pas dans les 7000 meilleurs pays hôpitaux du monde, je pense. Mais ils ont quand même créé des circuits. Ici, Covid, là-bas, pas Covid. Ici, ceci, là-bas. Ils ont travaillé des nuits et des jours. Il faut vraiment, et je voudrais vraiment qu'on les applaudisse, pas en Mauritanie, mais partout. Le personnel de la santé a été quelque chose d'extraordinaire. En partie, en développant des actions ciblées, mais attention, non transversales. Ça va créer de petits problèmes. Oui, on était obligé de le faire, mais attention, dans les épidémies, il ne faut pas aussi qu'on pousse trop les actions ciblées, parce qu'après, ça revient contre vous. Il faut faire plutôt des actions à la fois ciblées et transversales. En réorientant l'aide publique au développement, je pense que ça a assez bien marché, mais pas de manière structurelle. Parce que je vois en Mauritanie qu'on est revenu à notre ancienne façon de faire. On aurait dû apprendre du Covid pour continuer dans cette aide publique. Mais là où il est le nom, et Issa sera très content avec moi, pas d'implication des communautés dans cette réponse. Ça, ce n'est pas bon. On ne peut pas continuer demain à répondre au Covid, aux autres épidémies sans impliquer les communautés. Et j'aurais terminé, c'était l'avant-dernière. Avions-nous mieux fait en répondant à la Covid? Donc ça c'est la même. En guise de conclusion, je voudrais partager avec vous comment moi je vois gouverner. Alors, vous allez trouver des choses que vous avez déjà entendues, vous allez trouver des choses qui vont vous choquer probablement. Pour moi, gouverner, c'est d'abord avoir sa propre vision du secteur de la chose publique. En venant ministre, en venant président, en venant ceci, venez avec votre vision. Bien sûr que vous allez la corriger, l'améliorer, mais si vous n'avez pas une vision, si vous n'avez pas, vous, un objectif, comment vous allez tenir la route? Il faut venir avec votre propre vision. Gouverner, comme on dit un peu partout, c'est prévoir, mais prévoir avec vision, et ça l'a dit avec planification, avec gestion des risques. Gouverner, c'est communiquer. C'est important. Communiquer avec ses supérieurs. On a eu la chance avec Covid, on n'allait pas l'avoir avant. Je parlais tous les jours quasiment avec le président de la République, c'est important. Mais communiquer avec ses collaborateurs. Docteur Diop qui est là, ils ont été fatigués par les rencontres, les réunions, parfois en visioconférence, parfois en présentiel, mais aussi avec ses collègues, les autres ministres, mais avec la population en général. Et là, je tiens à dire qu'on a gardé la totale transparence, c'est la dernière, Chouli, la totale transparence envers la population par rapport à cette gestion. Ça n'était pas facile, mais c'est important. Pouvoir, c'est choisir, décider et exécuter, mais avec fermeté et ouverture d'esprit. Si vous n'êtes pas ferme, ça n'avance pas. Mais si vous êtes trop ferme, ce n'est pas bon. Alors, il faut trouver
le juste milieu. Gouverner, attention, gouverner risque de mécontenter. Les gens ne sont pas contents de vous. À la fois les partisans du statu quo, bien sûr, parce qu'ils ne veulent pas que ça change, mais parfois même avec les impatients des réformes. Vous êtes en train de travailler. Lui, il n'est pas content parce que ça touche son intérêt. Mais elle n'est pas contente parce qu'elle veut que j'aille plus vite. Alors, tout le monde sera content. Pour ceux qui, on est en majorité, sinon en quasi-totalité musulmans ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai terminé là-dessus, le prophète, toute sa tribu, pour elle, il était l'idéal, il était la référence avant qu'il ne devienne Rasoul. Quand Salih, il était idéal. Le jour où il vient de dire, faites ça, ne faites pas ça, il a été combattu. Ça, c'est bon. Je pense qu'une bonne gouvernance vous amènera, que vous le vouliez ou non, à être éjecté par beaucoup de monde. Mais après, on saura que vous avez pu servir. Et j'en aurais terminé avec cette dernière phrase. Alliez, fermeté, patience, souplesse. Je vous remercie.